Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la véritable histoire du policier du film Délivre-nous du mal. Donc c'est l'histoire d'un policier qui lutte contre les forces démoniaques et les forces surnaturelles et paranormales, c'est tout inclus. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous la partager. C'est une histoire relativement très longue et je l'ai filmée auparavant en vidéo. Elle faisait plus de 2 heures avant le montage, donc avant le découpage des parties inintéressantes. Le petit souci, c'est que mon téléphone a supprimé toute cette longue vidéo et comme je dois absolument vous la sortir pour dimanche, j'ai décidé de refaire l'introduction avec vous actuellement et de vous faire le reste en podcast. J'espère que vous allez adorer cette histoire. Elle est vraiment très intéressante, très longue et n'oubliez pas de prendre quelque chose à grignoter avec vous. Ralph est un sergent de police à New York. On pourrait penser qu'il passe son temps à discuter de toutes ses arrestations, mais il est plutôt dans deux mondes. Celui de la criminalité, mais aussi celui du paranormal à ses heures perdues. Grâce à cela, il a appris à distinguer les crimes des hommes et celui des démons. Lors de ses enquêtes, il est accompagné de Joe, un démonologue, ayant une apparence un petit peu de moine. Cet homme est une encyclopédie vivante de l'occulte. Petite anecdote, il faut savoir que Ralph a 10 mois, il a survécu à une grave maladie. Sa mère a toujours dit que Dieu l'a laissé en vie pour une raison. Et il pense que cette raison c'était pour qu'il combatte tout ce qui était démoniaque. Officiellement, il n'a jamais lutté dans des cas pour l'église catholique. À chaque fois, c'était à la demande des prêtres qu'il a travaillé sur des affaires reconnues. Ainsi de suite, Ralph était très proche de l'évêque Ralph McKenna, qui était réputé pour ses nombreuses interventions lors des enquêtes Warren. Vous connaissez sûrement Ed et Lorraine Warren grâce à leurs films sur leurs enquêtes ou bien même leur musée. Ralph a appris avec ses enquêtes dans le paranormal que les démons ne s'en prennent pas par hasard pour posséder des personnes, mais surtout ce sont celles qui ont fait de la sorcellerie, donc de la magie noire, des rituels ou même de la magie blanche, ou en utilisant une planche Ouija, donc cette fameuse planche qui a été vendue pendant des années dans le rayon des jouets aux États-Unis. Oui, cette fameuse planche a été vendue comme un jouet. Il faut savoir que de base, les personnes ne croient pas du tout au diable, ils sont très sceptiques, mais c'est seulement en dernier recours qu'ils demandent de l'aide au prêtre qui va s'en occuper pour prévenir le duo, et c'est à chaque fois comme ça que les enquêtes les plus mystérieuses vont commencer. Ralph est une personne qui déteste Halloween depuis son job de policier, car avant évidemment, comme il était enfant, il adorait se déguiser, aller taper aux portes, chercher des bonbons. Mais depuis qu'il est policier, en fait, il a vu l'envers du décor, car c'est le jour où tous les pervers de New York pensent brusquement que la chasse aux enfants était ouverte. C'est aussi le jour où, selon la légende, les esprits des morts hantent la terre. Donc c'est encore une fois les deux phases, la phase du paranormal et la phase de la vraie vie. Avant que Ralph débute dans le domaine de l'occulte, il pensait dur comme fer que ces histoires étaient de la superstition, mais il s'est aperçu que les appels au 911, qui est le numéro d'urgence aux États-Unis, c'était le numéro qui était énormément composé la semaine d'Halloween pour des possessions. Le 31 octobre 1991, ils ont reçu l'appel d'un père, le père Hayes. C'est un exorciste pour le diocèse d'un état voisin. Pour une mission sur une affaire à Winchester, Ralph et Joe acceptent et visitent la famille Villanova le 2 novembre. Ils avaient vraiment aucune idée de ce qu'ils allaient rencontrer. Ce jour-là, ils devaient uniquement avoir un entretien avec la famille et le filmer afin de permettre à l'exorciste d'évaluer le cas. Alors qu'il se garait non loin de la modeste maison, Ralph remarqua une chapelle catholique dans la rue et se souvient des paroles d'Ed Warren qui lui avait énormément répété que le diable aimait opérer dans l'ombre d'une église. Ce jour-là, il rencontre Dominique le papa avec son fils de 5 ans qui se tenait à ses côtés et le petit garçon avait un air tellement effrayé. Son père semblait tout aussi bouleversé que son fils
et le policier ne comprenait pas trop bien ce qu'il pouvait ressentir car lui ne sentait rien pour le moment jusqu'à ce que l'homme, donc le père de famille, le conduise dans leur chambre. Donc ça ressemblait plus à un camp de réfugiés vu que toutes les personnes dormaient dans la même chambre, toute la famille. Et toutes ces personnes qui étaient aussi dans la chambre se trouvaient un peu malades, épuisées, et leurs yeux surtout étaient remplis de tristesse. Les enquêteurs distribuaient à chacun d'entre eux une médaille de Saint-Benoît à porter autour du cou. En fait, les hommes pensaient que ce saint avait un pouvoir contre les forces démoniaques, mais dès que Ralph a accroché cette médaille-là au petit garçon de 5 ans, la médaille n'a fait que de tomber. Intrigué, il fit une autre tentative, mais quand il ramassa la médaille pour la 4e fois, il en avait acquis la certitude que le démon qui harcelait cette famille était tellement puissant qu'il pouvait jeter au loin la médaille d'un saint personnellement béni par l'évêque. Il faut savoir que la plupart des esprits sont souvent lâches. Donc en fait, ils vont pas vraiment y toucher, ils vont juste se dire oh, ok, je vais me cacher dans un petit coin, une fois qu'elle leur a plu, je vais pouvoir l'attaquer. La mère de famille va expliquer alors au duo que lors d'un soir d'automne, il faisait très froid et c'était comme s'il était humide mais pas du tout, il faisait chaud dans la maison. Et dans le coin de sa chambre, elle avait une sorte de fumée blanche. Et de cette fumée blanche est sortie à moitié une femme, mais elle ne pouvait la voir qu'à partir de la taille. Elle l'a regardée et tout de suite elle a appelé son amie et son mari qui sont arrivés en courant. Quand ils sont arrivés, ils ont vu tout simplement Gabi qui était restée assise dans son lit et qui était comme en possession. Et l'esprit à travers elle avait parlé en disant « Pas mal, pas peur, je veux juste votre aide, aide parents ». Ralph et Joe avaient reconnu la créature démoniaque qui se dissimulait derrière le pseudonyme. Car en effet, si vous voulez, les démons, même s'ils sont très intelligents, ils savent très bien comment manipuler l'esprit humain, mais ils ont quand même des défaillances et souvent, même s'ils empruntent le nom de personnes disparues ou ils s'en inventent de nouveaux, ils ne savent pas forcément faire le corps humain en entier. Souvent, c'est tout le temps des moitiés de corps. Le lendemain, l'esprit s'était montré en plein jour à Gabi lorsqu'elle était dans le sous-sol. Elle était en train de faire son linge et elle a été attirée par un miroir et quand elle a regardé ce grand miroir-là, elle a revu la femme de la veille, Virginie, qui lui a raconté ce qui s'est passé. Elle a pris tout le temps d'expliquer une petite histoire, comme si elle était toujours dans les années 1900 et elle racontait comment elle a été assassinée avant son mariage. Gabi était vraiment très enchantée de toutes ces discussions-là et elle n'en venait même à attendre avec précipitation de revoir ce fantôme-là qu'elle trouvait si passionnant. Mais pourtant, dès leur 3e rencontre, son intuition aurait dû l'avertir de la vraie nature de l'esprit, car ce jour-là, Gabi était descendue encore une fois faire le linge et avait rapidement senti la présence de Virginia. Elle lui avait dit « Si vous voulez me parler, ne me possédez pas. Un démon ne respecte aucunement les demandes et encore moins celles de ses victimes. » Et immédiatement que Gabi a prononcé ces paroles, le démon a tout simplement possédé Gabi. Gabi n'avait pas vraiment saisi ce qui lui arrivait, mais quand l'esprit était rentré en elle, elle avait résisté autant qu'elle le pouvait. Malheureusement, elle n'avait pas été assez forte avec les agissements douteux de Virginia. La fois suivante, l'esprit, qui était quelque peu théâtral, avait décidé de lui donner une tournure mélodramatique à son histoire. Ruth, une femme d'âge mûr, et Karl, son fils de 25 ans, s'étaient récemment installés dans la maison après que le jeune homme se soit fiancé à Luciana, de la famille Villona. Comme Gabi et Ruth discutaient dans la chambre de la future épouse, l'esprit s'est encore une nouvelle fois présenté et Virginia, qui n'arrêtait pas de pleurer, lui avait alors confié qu'elle avait été assassinée le jour de son mariage. Suite à ça, Ruth et Gabi allaient tous les jours à la bibliothèque car elles voulaient s'échapper à la monotonie de leur vie, mais pas que, elles voulaient aussi essayer de décrypter les fabuleux mystères qui entouraient la vie de Virginia et de cette fameuse maison, ce fameux démon qui s'était fait passer pour une jeune fille fantôme.
c'est attirer la compassion des deux femmes. Ce démon, qui était très très malin, offrait régulièrement des nouveaux indices qui attisaient la curiosité des deux femmes en disant que ses deux parents étaient venus aux États-Unis, qu'ils venaient d'un pays européen non précisé et qu'ils avaient emmené chez leur cousin les Clark pendant qu'elle terminait ses études à l'étranger. Pour s'assurer de leur sympathie, la jeune fille pleurait souvent, brodant sa vie de détails auxquels aucune mère n'aurait pu être insensible. Les Clark, eux aussi, avaient été touchés par la tragédie. Leur fils unique était mort-né et comme ils ne pouvaient pas avoir d'autres enfants, ils avaient adopté son fils, Olivier, qui allait plus tard tomber amoureux de Virginia et lui demander de l'épouser. Le feuilleton des feux de l'amour à l'américaine était enfin déclenché et ce n'est pas si cliché que ça parce que c'est pour ça qu'elles sont données à fond dans les recherches pour pouvoir aider Virginia. Joe commençait à se lasser d'écouter cette romance démoniaque et lui voulait tout le temps être à l'essentiel. Alors il demandait souvent est-ce que cette histoire est terminée, mais Gabi répondait toujours non, on cherche toujours dans les vieux journaux, les annuaires téléphoniques, les dossiers publics, mais il n'y a rien à propos de Virginia ou de ses parents. Et pourtant à ce moment-là, ils se sont même pas rendus compte que c'était un peu farfelu cette histoire et que c'était bizarre qu'ils ne trouvaient rien alors que c'était vraiment quelque chose de tragique. Il faut savoir que les forces démoniaques adorent mélanger des faits qui sont vraiment authentiques à leurs fictions qui ont été inventées grâce à leur connaissance du passé et donner ainsi à leurs victimes des éléments auxquels s'accrocher. Clark est un nom très connu aux États-Unis et si Ruth et Gabi avaient passé plus de temps à la bibliothèque, elles auraient probablement trouvé des Taylor aussi. L'assassinat d'une jeune femme le jour de son mariage et l'arrestation de son fiancé auraient probablement fait la une des journaux de l'époque, mais comme je vous l'ai dit, l'absence totale de couverture médiatique d'une histoire aussi dramatique n'avait pas interpellé les deux femmes. Elles se sont pas dit c'est bizarre qu'il n'y ait rien dans les journaux, comme c'était très très vieux, peut-être que ça n'apparaît pas dans les archives. Comme les démons savaient que ça allait quand même tourner au vinaigre tout ça, ils ont toujours continué à inventer des bêtises. Elle a tout simplement dit à Gabi qu'après le suicide de son mari, les gens avaient tenté d'étouffer l'affaire et que personne ne savait où il était enterré. C'était beaucoup plus simple pour pas que Gabi et sa copine cherchent à trouver cette fameuse tombe. Les deux femmes ont été dans le cimetière, ont évidemment regardé toutes les vieilles tombes et n'ont rien trouvé, ce qui est évident vu que c'est une histoire inventée de toutes pièces. Mais lorsque Gabi en fait est passée près de l'église, elle est tout simplement rentrée en transe. Et je vous rappelle ce que avait dit Ed Warren, c'est que c'était là les démons avaient le plus de force. Et tout simplement, à ce moment-là, dès qu'elle est rentrée en transe, Gabi, elle a dit que quelque chose l'a tirée dans l'allée comme pour la faire revenir dans le cimetière. Et c'est alors qu'elle marchait jusqu'à l'une des pierres tombales qui disait Catherine Clark. Ralph a vraiment été très intrigué par ce démon qui manipulait aussi facilement les humains. La visite au cimetière était vraiment judicieuse. Comme l'esprit les avait attirés sur une tombe qui se trouvait près d'une église, les deux femmes en avaient logiquement conclu qu'il était un fantôme chrétien. Évidemment, le démon, très content de sa nouvelle victime, a voulu quand même continuer sa petite pièce de théâtre. Et lorsque l'une des filles de Gabi a ramené des cartes en fait de la ville où ils habitaient, et elle a demandé Gabi à Virginia de lui montrer où elle avait vécu et de lui tracer une certaine zone. Gabi a tout simplement dessiné une lettre que les enquêteurs ont interprétée comme un M ou un W. Gabi, qui était clairement subjuguée par ce fantôme, proposa alors à Joe de lui montrer la carte, mais ce dernier refusa en secouant la tête, car il savait que ça allait pouvoir sinon ajouter un petit peu d'empathie pour ce fantôme, alors qu'il savait très bien que c'était un démon et qu'il ne faut pas jouer avec les démons, en montrant que tu peux avoir une faiblesse d'esprit. Joe prit alors la parole et se retourna vers Gabi, et il lui a dit « Laissez-nous mettre une chose au clair, nous allons plus appeler cet esprit Virginia, car elle ne mérite pas un nom humain, ce n'est pas un esprit humain ou un fantôme, c'est un démon. » Mais évidemment, Gabi ne va pas le croire en lui disant que absolument que non, que c'est un fantôme, c'est pas un démon, et qu'il faut arrêter avec tout ça. Mais Joe alors expliqua avec la nature de ces entités maléfiques que plus il s'efforça de démystifier le récit du démon, cette histoire de mariage est un tas de conneries.
pour vous piéger par empathie en vous forçant à établir une connexion psychique avec votre vie. À partir de maintenant, lorsque nous parlerons de tout ce que cet esprit a provoqué, nous dirons le démon l'a fait. Et lorsque Joe a dit ça, évidemment, le père de famille a dit à sa femme: Tu vois, je te l'avais dit. Et c'est vrai que cette histoire, franchement, on pourrait vraiment croire que ça sort d'un film, que c'est absolument pas vrai. Mais voilà, restez jusqu'à la fin, il a écrit un livre, il y a eu un film sur ça. Et évidemment, là, c'est vraiment la vraie histoire que je vais vous partager. Donc, il y a encore un petit peu de contenu. Là, on est à peu près au milieu de la vidéo. N'hésitez pas à aller prendre quelque chose à manger, à déguster. Et on est reparti pour la suite de la vidéo. Pendant que Joe parlait à la famille, pendant qu'il faisait son entrevue pour l'aider, Ralph a décidé de faire le petit tour de la maison, c'est ce qu'il faisait habituellement. Et en fait, il essayait de voir s'il ressentait quelque chose, s'il voyait des choses occultes. Et Ralph commença du coup pour aller visiter l'étage de la maison. Donc cet étage était transformé en appartement que la famille louait. Et dès qu'il est rentré en fait dans cet appartement-là, la poignée de l'une des portes des chambres a commencé à cliqueter, donc faire des... je crois que je l'ai fait un peu mal. Bref, il avait déjà entendu ce genre de manifestation démoniaque. À l'intérieur de cet appartement, il a remarqué qu'en fait, les pièces étaient vraiment anormalement sombres. Et quand il appuyait sur l'interrupteur, Ralph a compris immédiatement la raison. Les murs, tout comme le plafond, avaient été repeints en un noir très profond. Les fenêtres étaient tellement obscures qu'aucun trait de lumière ne pouvait y pénétrer. Et en fait, en voyant ça, il s'est dit oui, il faut que j'en parle au propriétaire, car c'est vrai que voyant ce genre d'appartement-là, on se dit très clairement qu'il y a eu soit des sacrifices, soit des rituels démoniaques ou même des jeux sordides comme la planche Ouija, parce que ça fait vraiment penser à la sorcellerie. C'est assez glauque, assez bizarre. Et surtout qu'en regardant le reste de la maison, en fait, il n'a rien vu d'anormal. Par contre, dans celle de la future mariée, il a vu une boule de lumière extrêmement brillante qui est passée devant lui et qui a disparu dans le couloir. Ralph avait déjà vu une sphère semblable une fois dans une affaire antérieure. Ralph a demandé à la famille si eux aussi avaient déjà vu cette boule de lumière extrêmement brillante. Et toute la famille, les amis l'ont vue. Et le père en fait de famille, lui, était assez étonné et d'un air assez grincheux, assez en colère, a déclaré: Je n'ai jamais vu cela. Comment se fait-il que vous puissiez voir ces choses? Et c'est vrai qu'il semblait très vexé que l'esprit du mal ne se soit pas manifesté devant lui. Ralph va tout simplement rassurer le père de famille en lui disant que si l'esprit démoniaque ne s'est pas présenté à lui, c'est que tout simplement il avait peur du père de famille et qu'il savait que c'était l'esprit le moins faible de la famille pour pouvoir le posséder. Encore une fois, Ralph du coup décide encore de visiter la maison, il n'avait pas encore vu le sous-sol. Et lorsqu'il descend, pour le moment il sent rien d'inhabituel et il s'approche de ce fameux miroir à double porte. Et c'est à ce moment-là qu'en fait l'atmosphère est devenue tout simplement très lourde. Et en plus de ça, il commençait à avoir de plus en plus mal à la tête du côté droit. Et pour lui, c'était pas un simple mal de tête, que c'était vraiment une douleur très très envahissante qu'il avait ressentie déjà à plusieurs reprises quand il a enquêté sur des affaires où il assistait à des exorcismes, mais que là c'était vraiment une douleur qui grandissait encore et encore. Cette douleur en fait l'a vraiment tellement envahi qu'il avait envie de vomir et très clairement il a senti un sentiment de terreur infernale et de mal absolu. Et comme il était trop gelé pour bouger ses lèvres ou parler, dans son esprit, il a tout simplement ordonné au démon de partir au nom de Jésus-Christ. Et ce dernier l'a du coup relâché brièvement. Et juste assez longtemps en fait pour permettre à Ralph d'atteindre la bouteille d'eau bénite qu'il avait dans sa poche. Et Ralph a jeté l'eau bénite sur l'armoire et a commencé à marcher à reculons vers l'escalier. Il n'osait vraiment pas détacher ses yeux de ces deux portes. Et une fois qu'il est remonté, qu'il a été à la salle à manger où il attendait la famille, la douleur et le malaise en fait a tout simplement disparu.
Ralph est remonté et a été voir Joe, lui expliquant ce qui s'est passé dans le sous-sol, que il n'a pas eu plus peur que ça, mais que c'était vraiment pas très fun. Et Joe, à ce moment-là, lui dit: Attends, regarde ce que Gabi a écrit la veille sur ce bout de papier, et il y avait écrit: La douleur viendra à ceux qui descendront, méfiez-vous de la nuit. Joe, de son côté, a découvert un aspect assez alarmant de l'affaire, car 2 semaines après la première manifestation de l'esprit, Luciana, la fille aînée de Gabi, avait été soumise à une série d'agressions incroyablement cruelles. Et en voyant que Luciana avait posé sa médaille de Saint-Benoît sur la table, Joe lui a alors demandé poliment de la mettre autour de son cou. Et en fait, la jeune femme se mit brusquement en colère et elle lui a simplement dit qu'elle avait un médaillon de la Sainte Vierge autour du cou et que ce matin, il avait disparu. Joe a essayé de la rassurer en lui disant que c'était un petit jeu des démons de faire ça pour, encore une fois, disperser cette famille, cette joie, pour que tout le monde en fait se dispute, pour que le moral soit vraiment le plus bas possible. Faut savoir que à ce moment-là, en fait, une fois qu'elle avait la médaille autour du cou, Luciana s'est sentie comme beaucoup plus légère et a tellement que sa colère est partie et elle s'est remise à s'asseoir. Et à ce moment-là, Joe a fait une petite entrevue avec elle. C'est à ce moment-là que Luciana lui a dit que il y a plusieurs semaines, vers 2 heures du matin, je lisais dans ma chambre, j'avais un verre d'eau près de mon lit, et quand je me suis levée pour allumer la lumière du couloir pour ma sœur, qui était une fête, le verre a volé vers moi, ratant ma tête de peu. Comme j'ai eu très peur de dormir seule, j'ai décidé de passer la nuit suivante dans la chambre de ma sœur. Mais à peine que nous sommes endormis, sur le lit superposé, j'ai mis brusquement à trembler violemment. Encore une fois, les hurlements avaient réveillé leurs parents, mais dès qu'ils avaient allumé la lumière, toutes les manifestations avaient brusquement cessé. Le démon en fait créait ainsi la peur et la confusion, et les victimes finissent par se demander si elles ne rêvent pas, si elles ne sont pas folles, ou si elles n'ont pas un problème mental. Et en fait, ce fameux fantôme démon, et il n'avait vraiment plus peur de la lumière et se présentait à tout moment de la journée. Et Luciana était sa personne préférée à attaquer. Luciana a dit aux enquêteurs: J'étais griffé tous les jours. Habituellement, je recevais de larges marques rouges le long de mes bras qui disparaissaient très rapidement, parfois en quelques minutes. Une nuit, vers 2 heures du matin, j'ai senti une brûlure très douloureuse sur ma peau, et quand je me suis réveillé, j'avais un pentagramme gravé sur mon estomac. Une fois encore, mon bras a commencé à me brûler et me piquer, comme s'il était en feu. Quand j'ai regardé dans le miroir, j'ai vu le nombre de la bête, 666, écrit sur mon bras. Alors c'est à ce moment-là qu'on se demande pourquoi la future mariée, elle est autant ciblée par toutes ces attaques démoniaques. En fait, il pense juste que, sans certitude, que l'esprit démoniaque agressait Luciana, car en fait, la jeune femme allait se marier, et tout comme le personnage qui s'était inventé, il s'imaginait probablement que Gabi n'en serait que plus affectée, et que si tel était le cas, le plan avait fonctionné. Et c'est vrai qu'en fait, le démon s'est amusé à faire apparaître le père de Gabi plusieurs fois. Et ce fameux père s'est mis à dire que cette Virginia était vraiment une fille bien, était une fille très gentille, à qui elle pouvait faire confiance. Mais évidemment, n'oubliez pas que les démons peuvent se transformer en qui ils veulent. Et évidemment, c'était un autre démon, mais qui voulait juste faire croire que Virginia c'était la meilleure des filles, que voilà, c'était pas un démon. Tout ça pour mieux la posséder. Joe a alors demandé à Gabi s'il y avait quelque chose d'inhabituel à propos de l'apparence du père de Gabi. Et à ce moment-là, Gabi lui a tout simplement dit: Pour moi, c'était mon père. Il a parlé de choses de mon enfance que lui et moi étions les seuls à connaître. C'est alors que Joe va demander au petit garçon Dominique Junior si pour lui aussi son grand-père était normal. Et en fait, le petit garçon n'a pas du tout hésité à dire la vérité. Ne te fâche pas, maman, mais je me souviens pas vraiment de mon grand-père, quand il était, tu sais, en vie. Quand j'étais assis sur le lit avec lui, son visage était tout ridé, et il avait l'air vieux.
Il portait un costume marron et des bijoux. Il a parlé à mon oreille plus fort et il a dit que maman devait écouter la gentille dame. Une fois, il a parlé avec moi à l'école. Et j'ai eu des problèmes avec l'instituteur car je n'écoutais pas. Il s'arrêtait quelques secondes de parler. Puis il dit avec colère. Je n'aimais pas grand-père. Tant que ça, il faisait très froid quand il était là et je me sentais assez bizarre à l'intérieur. Et en fait, bien que Dominique Junior ou sa mère n'avaient rien remarqué de spécial par rapport à ce fantôme qui devait être le père de Gabi, Ralph était quand même persuadé que cette apparition était une nouvelle manifestation satanique et que d'ailleurs il connaissait une tactique tout simple qui permettait de les démasquer sans faillir. Car quand les esprits se présentent sous la forme d'un parent défunt, ils leur demandent de dire « j'aime Dieu ». Et les démons, en fait, ils sont incapables de prononcer ces quelques mots. Et c'est vrai que dès qu'on va dire ça, des phrases comme ça va les faire partir. Mais à la fois, ça va rien toucher à l'esprit humain. Donc, autant les utiliser quand vous savez que vous vous sentez pas bien. La famille a quand même reporté qu'après l'apparition du grand-père, en fait, tout ce qui se manifestait auprès de Luciana, toutes ces choses vraiment méchantes et cruelles, en fait, se sont intensifiées. Et si vous voulez, nuit après nuit, la jeune fille recevait des coups de poing, des coups de pied. Elle était jetée sur le sol, traînée hors de son lit, mordue, et ses cheveux lui étaient arrachés. Et cela faisait déjà 3 mois que sa vie était devenue un enfer et elle en était épuisée tout simplement. Et pour tenter de se protéger, qu'ils avaient décidé de se rassembler autour du salon et de dormir tous ensemble dans une chambre. Et c'est pour ça qu'ils ont entassé des sacs de couchage et des lits de fortune, mais cela n'avait rien changé parce que dès que sonnait minuit, les hurlements de Luciana les réveillaient et découvraient sur son corps des nouvelles marques sanglantes. En fait, qu'ils dorment ensemble ou qu'elles soient toutes seules, dans cette pièce-là, le démon continuait de vivre un enfer à Luciana. Et encore plus étrange que tout ça, si vous voulez, les fleurs de soie que Gabi conservait dans la commode quittaient leur vase et au petit matin, elle les retrouvait sous son lit, mystérieusement déposées en forme de croix. Et parfois même les chaises, en fait, elles volaient dans la maison, elles frappaient les murs, brisaient les photos de famille dans une pluie de verre. Et il arrivait également que la télévision ou la stéréo s'allume en pleine nuit, le volume évidemment à fond, qui terrorisait la famille qui était endormie. Ils entendaient aussi des gémissements et des grognements vraiment horribles qui venaient d'après eux du sous-sol. Et vraiment, en fait, Luciana, c'est assez étrange. C'est la future mariée et pourtant c'est elle qui se prend vraiment tout dans la face, très clairement. C'est elle qui se prend vraiment toute la méchanceté, toutes les horreurs, à se prendre des objets toujours plus lourds les uns que les autres. Je vais vous dire ce qui s'est passé pendant la journée d'Halloween et vous allez voir en fait que c'est de plus en plus régulier en fait en termes d'heures. Donc tout a commencé à 18h20 quand Luciana a été giflée 2 fois au visage. À 20h03, le cendrier a volé à travers sa chambre. À 23h31, Luciana a été poussée contre le mur. À 23h39, elle a été griffée en forme de cercle sur son visage. À 23h46, sa tête a été projetée contre une table. À 23h48, Luciana a été traînée d'une chaise. À 23h52, elle a entendu des grognements vraiment terrifiants. À 23h56, un fauteuil se déplace à travers la salle à manger. À minuit 5, Luciana a été projetée sur Ruth. À 2h14, Luciana a été tirée hors de son lit. À 2h16, Luciana a reçu un coup de poing dans l'estomac. Et 1 minute plus tard, Luciana a été poussée hors de sa chaise. Encore 1 minute plus tard, il y a eu un flash de lumière et une odeur d'œuf pourri. 1 heure après, il y a une chaussure qui a frappé Luciana sur la tête. Et 40 minutes après, les doigts de Luciana sont pincés. Bon, évidemment, la jeune fille, comme vous pouvez le voir, a vraiment eu beaucoup de choses horribles ce soir d'Halloween. Et la jeune fille qui s'est effondrée sur sa chaise leur a appris que la veille, les choses avaient été encore pires. J'ai vraiment eu peur. Les matelas sur lesquels je dormais s'essoufflaient de 50 cm dans les airs et j'ai été jeté par terre. J'ai vu quelque chose d'horrible assis là, à rire de moi, et je l'ai vu une fois avant,
une créature blanche qui était poilue de partout, sans yeux, avec juste deux horribles orbites noires qui me fixaient encore et encore. J'ai essayé de la pousser loin de moi, mais elle m'a fait un doigt d'honneur et elle a disparu. Un ricanement démoniaque s'était alors élevé de la créature invisible. Puis quelque chose a forcé mes jambes à s'ouvrir. J'ai essayé de crier au secours, mais aucun mot ne sortait de ma bouche. C'était comme un cauchemar. Mon père, Karl et Ruth tentaient de pousser mes jambes, mais ils n'y arrivaient pas. Puis ça s'est arrêté. Sachant évidemment que son histoire sonnait vraiment bizarrement, elle s'est tournée vers son petit ami et lui a dit en larmes Karl, tu l'as vu toi aussi, juste avant qu'il ne disparaisse. et Ralph pensait qu'ils étaient venus juste à temps, car ce démon, en fait, était probablement un cauchemar, mais il se préparait à violer cette jeune fille. Karl, en fait, a ajouté à tout ça que dans cette même journée-là, à 16h, il a voulu aller acheter des cigarettes, mais Luciana est restée dans la voiture. Et en fait, il avait une sorte de balle qui était accrochée au rétroviseur, et cette balle-là, en fait, elle s'est mise à s'enflammer. Luciana n'a réussi à aucun moment, en fait, à la décrocher pour la jeter, et elle a dû klaxonner la voiture pour que son futur fiancé arrive, prenne la balle et la jette par terre en l'écrasant. Mais c'est vraiment assez étrange. Pourquoi faire ça? Et en fait, une fois rentré à la maison, Karl s'est installé pour dormir un peu, mais il avait le sentiment étrange que quelqu'un ou quelque chose se dissimulait à proximité, comme s'il semblait être très fatigué. Joe a alors demandé si l'une des personnes présentes s'était amusée avec une planche de Ouija, et les deux adolescentes avouent qu'elles avaient expérimenté cette pratique à l'occasion d'une fête, qu'elles avaient posé des questions idiotes, demandant si tel ou tel garçon les aimait, et le Ouija leur avait répondu par oui ou par non, et sans jamais rien révéler d'intéressant. Puis Monica, la sœur cadette, s'exprima: ce fut la seule fois, je le jure. Mais en fait, avec un regard assez sévère, Joe a alors expliqué aux enfants que c'était une fois de trop et qu'il ne les blâmerait pas d'avoir fait ça parce que, comme je vous ai dit, aux États-Unis, la planche Ouija était vendue comme un jeu familial, un jeu de table comme on peut retrouver, et que tout simplement, c'était pas vraiment de leur faute, c'était plus de la faute de la société, et que elles savaient pas tous les risques qu'il y avait par rapport à ça, mais leur a juste expliqué qu'il ne fallait jamais jouer avec une planche de Ouija. Mais c'est là en fait que la grande sœur, Luciana, se mit vraiment en colère contre ses deux sœurs et leur a dit: Comment vous pouvez jouer avec ça? Regardez ce que vous m'avez fait. c'est vrai que certaines personnes, des fois, elles disent: hey, j'ai utilisé une planche Ouija et il ne s'est rien passé. Et c'est vrai qu'en fait, on peut alors leur dire: considérez-vous que vous avez été chanceux. En fait, Ralph, il connaît des cas terribles où une jeune mère de famille avait joué avec ce jeu en question. Les conséquences avaient été tragiques. Comme elle était devenue vraiment accro à cette pratique, elle s'était acheté sa propre planche. Elle faisait des séances tous les jours. Et en fait, un matin, un esprit lui était apparu, disait qu'il était le fantôme d'un garçon de 17 ans qui s'était suicidé. Et il avait raconté un conte de fées basé sur une tombe anonyme qu'il voulait qu'elle trouve pour lui, et la femme avait alors commencé à poursuivre ses chimères, négligeant son mari, ses jeunes enfants. Bien évidemment, cette situation avait créé des conflits au sein de son couple, elle ne vivait que pour son fantôme, et bientôt les événements avaient pris une tournure horrible. Une nuit, elle avait eu le pire cauchemar de sa vie, réveillant qu'elle était poursuivie par un grand homme armé d'une hache, qu'il voulait la tuer, et sa vision était si forte que la jeune femme s'était réveillée en pleurant hystériquement, trempée de sueur. Ce rêve éprouvant avait été le premier d'une longue série, mais le véritable cauchemar n'avait commencé qu'une fois, cette période terminée. En fait, bien éveillée, elle s'était mise à entendre une voix perverse qui lui faisait des remarques sexuelles, qui lui ordonnait de prendre un couteau et de poignarder ses enfants. Et terrifiée, elle n'en avait même pas parlé à son mari et elle avait demandé à être internée dans un hôpital psychiatrique de peur de nuire à sa famille, tout simplement. Et après des tests psychiques et psychiatriques approfondis qui avaient été effectués sur elle, la jeune femme avait été libérée et elle s'était empressée de contacter l'évêque McKenna pour lui demander d'effectuer un exorcisme. Et en fait, pendant ce rituel, il s'était rien passé de spécial jusqu'à ce que l'évêque touche sa tête avec une relique et dise: démon, si tu es en elle, je t'adjure au nom de Jésus-Christ notre Seigneur de te révéler. Et le démon, s'exprimait avec la voix de la femme, avait alors déclaré: je suis l'esprit d'une personne. Bien évidemment, il s'était trahi
puisque les esprits humains ne sont pas sensibles aux exorcismes. Et en fait, en ignorant cette affirmation, l'évêque lui avait alors demandé « Pourquoi es-tu rentré en elle ?» Ce à quoi le démon lui avait répondu « Parce qu'elle s'est offerte à travers une planche Ouija ». C'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas jouer avec une planche Ouija. Et en fait, quand Joe et Ralph ont demandé ce qui s'est passé dans cette fameuse maison, parce que c'est vraiment assez étrange que les murs, le plafond soient noirs, que même les vitres sont teintes en noir. Et en fait, la famille leur a appris que la personne qui louait l'appartement avait un côté très obscur et qui allait bien au-delà de la couleur des murs. Donc c'est vrai que certes, les preuves étaient juste circonstancielles, mais les deux hommes estimèrent qu'il était probable que ce soit ce locataire qui ait invité les démons dans la maison. Et en fait, pendant cet entretien-là, ils ont vu Luciana se faire attaquer par le démon en question, mais en même temps, sa mère Gabi aussi s'est fait attaquer et un démon en fait est revenu en sa possession, donc est revenu la posséder, alors qu'ils étaient déjà en train de faire un exorcisme. Et Gabi a dit avec une voix en latin « Arrière les seins, la douleur viendra sur tous ». Et c'est vrai que Ralph et Joe restèrent un moment immobiles, stupéfaits, car ils avaient déjà vu des personnes possédées auparavant, mais aucun pouvoir diabolique n'était arrivé en fait à envahir quelqu'un pendant un exorcisme, car l'eau bénite à la main, il était en présence de l'un des démons les plus dangereux de l'enfer. Ralph et Joe ont conseillé à la famille de cesser toute communication avec l'esprit. Ils donnent de l'eau bénie, du sel béni, puis en fait ils commencent à prier. Ralph pensait vraiment que la famille allait retrouver leur vie d'autrefois, rigoler, ne plus se faire attaquer par les démons. Et en fait, il s'est vraiment lourdement trompé parce qu'en fait, tout simplement, quelques mois plus tard, il reçut encore un appel de Dominique qui leur signale que la famille était toujours en proie aux démons. Quand ils ont commencé à refaire un nouvel exorcisme, quand ils ont commencé à refaire de nouvelles prières et à s'occuper une nouvelle fois du démon, ils ont demandé tout simplement aux enfants et à la femme, à la mère de famille, d'aller dans l'église sous la protection de Dieu. Et les enquêteurs ont parlé avec le père de famille qui leur a dit que tout simplement la première fois lorsqu'ils ont fait tout ce qui était exorcisme, c'est comme si les démons étaient partis 1 ou 2 jours et dès qu'ils sentaient que la maison était sous sécurité, qu'il n'y avait plus personne pour le faire partir, il était revenu et il avait repris ses attaques de plus en plus fortes en faisant tomber des choses, en griffant et en faisant claquer les portes, avoir des empreintes de visage. Le père de famille a même expliqué qu'il y a eu l'empreinte d'un visage qui était apparu sur le plafond de la salle à manger, donc c'est vraiment assez flippant, et que les violences envers sa fille étaient clairement moins intenses, et même si parfois elle était victime de griffures, le démon déchaînait surtout son courroux sur les objets religieux. 2 de leurs enquêteurs en fait se sont mis à l'étage pour faire le rituel en même temps que ceux qui étaient en bas. Ils travaillaient tous en duo, de sorte qu'une personne puisse se concentrer sur la réalisation du rituel, tandis que l'autre surveillait toute activité démoniaque, veillant à ce que l'exorciseur ne soit pas du tout victime d'une agression, ce qui est la plupart du temps réalisable, comme vous pouvez voir dans le film L'Exorciste, comme une attaque démoniaque pouvant se produire à n'importe quel moment. Ils devaient être sans arrêt sur leur garde. Les 2 hommes effectuant ce rituel-là se sont déplacés dans toute la maison en priant et arrosant les 4 coins des pièces, les placards d'eau bénite, puis ils répétèrent le processus avec du sel béni qui a le même effet, sauf qu'il a le mérite de durer beaucoup plus longtemps. Et lorsque la cérémonie prit fin, un sentiment de paix plaignait dans toute la maison. Durant l'opération, Ralph et Joe avaient fait brûler tellement d'encens béni que la maison semblait en feu. Et c'est vrai que c'était assez ironique, mais le démon qui était sorti d'un nuage de fumée lors de sa première apparition et avait tout simplement disparu dans le même nuage de fumée. Si vous avez réussi à voir la fin de cette vidéo qui est extrêmement longue, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te mettrai juste un emoji là pour me dire en gros si tu as vu jusqu'à la fin, sans le dire aux autres que tu as vu jusqu'à la fin. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu énormément, autant que moi de la partager. Et on se retrouve pour mercredi prochain, cette fois-ci, pour de nouvelles vidéos.
car oui, au mois de septembre, il y aura une vidéo le mercredi et le dimanche, juste tout le mois de décembre, et après au mois d'octobre, on se retrouve pour une semaine entière de vidéos pour Halloween. En tout cas, repose-toi bien et à mercredi.